Oui, je vais faire attention à ce que je dis, vu que c'est enregistré cette fois-ci. Bonjour Pauline, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce webinaire de présentation du Petit Bahut. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner un maximum d'informations sur ce nouveau programme que nous lançons avec le Bahut, notre organisme, et puis répondre à toutes vos questions que vous pouvez vous poser sur cette formation. Donc rapidement, avant de vous présenter le programme, je vous présente l'équipe du Bahut qui est à l'origine du Petit Bahut. Donc moi-même, Pauline Matelin, qui suis la référente de ce programme. Ça fait quasiment un an que je suis au Bahut en tant que chef de projet formation. Et auparavant, j'ai travaillé 5 années chez Simplon, qui est un organisme de formation où j'accompagnais des promos sur le numérique, sur un public plutôt éloigné de l'emploi. Tout Je à laisse fait. Sylvain se présenter et je présenterai Julie Rachel. Sylvain, cofondateur de l'agence SIDO, une agence de conseil en pédagogie innovante, il y a 13 ans maintenant, qui compte 25 salariés à peu près, et cofondateur avec Rachel du Bahut, une école un peu folle qu'on a commencé à travailler il y a bientôt 3 ans, parce qu'on a démarré mi-avril 2019, avec l'idée de créer une école très inclusive, accessible à tous, qui garantit un premier boulot sur ce métier passionnant qui est le digital learning. Voilà pour moi. Et donc Rachel qui m'a rejoint en avril 2019 pour créer cette école, qui venait de finir sa thèse sur l'importance de l'interface numérique pour l'apprentissage. Donc déjà, les mains dans l'e-learning et dans les difficultés à former à distance. Et donc avec une très bonne connaissance du sujet, et elle m'a aidé pour créer ce programme Imaginez tout. Elle gère aujourd'hui les directrices pédagogiques, elle coordonne tous les intervenants. C'est elle qui a mis au point le programme, qui crée les cas, les évaluations, enfin, elle fait beaucoup, beaucoup de choses au Bahut. Avec Jules, qui est notre formateur en chef, qui a aussi suivi le Bahut, mais à la base, il est prof de philo et fan d'innovation pédagogique, de nouvelles solutions pour donner envie d'apprendre, sur des publics notamment difficiles. Et aujourd'hui, il intervient aussi bien au Bahut que dans les entreprises pour transmettre tout ce qu'on a à partager et toutes les recherches qu'on peut faire sur ce sujet. Et une petite précision aussi que j'ai oublié de donner, c'est que j'ai moi-même suivi la formation du Bahut. Je fais partie de la toute première promo en alternance, la promo 4, qui finit dans 2 semaines. Et en plus de l'équipe du Bahut, il n'y a pas que pour intervenir. Donc, Syl, je te laisse présenter un peu l'équipe d'intervention. Oui, parce que le Bahut, en fait, c'est une marque de l'agence SIDO, qui est parfois plus connue sous le nom de Sidologie, le magazine de l'innovation pédagogique, ou de Dessine-moi l'écho, des vidéos sur l'économie. Euh, et donc, le Bahut fait partie intégrante de SIDO, d'où les 20 salariés de SIDO, 20 consultants de SIDO interviennent beaucoup au Bahut. C'est principalement eux. Après, on fait parfois venir des intervenants qui sont experts sur leur sujet, qu'on aime beaucoup, qu'on a testé, qu'on a rencontré dans notre vie pro, ou qu'on a pu voir au Bahut. Mais 80% des interventions sont faites par des SIDO, que ce soit sur la partie dessin, sur la partie ingénierie péda, sur l'e-learning, l'évaluation, et plein d'autres choses que vous verrez avec eux. Sachant que c'est quelque chose qu'ils font du coup au quotidien. Donc ce sont certes des formateurs passionnants et passionnés, mais surtout des praticiens, parce qu'ils font ça tous les jours pour des clients. Donc avec plein d'exemples. Et pourquoi le petit bahut? Parce que parce que le Bahut, c'est passionnant, sauf qu'on a des demandes de salariés qui nous disaient, mais moi, j'aimerais bien suivre cette formation pour évoluer en interne, pour changer de métier, mais je ne peux pas donner 13 semaines de mon temps sur un an pour suivre la formation. J'aimerais un format plus accessible pour moi, sachant que j'ai un job, que j'ai du CPF, que mon employeur est prêt à m'aider, mais je ne peux pas faire les 13 semaines de formation. Donc, on a imaginé un format un peu différent, euh, plus du coup à destination de personnes en poste qui font ce métier-là ou pas, ou de personnes en reconversion, mais qui souhaitent faire une formation plus courte, avec un rythme un peu différent, avec des journées, enfin avec des semaines qui sont moins prises par le Bahut, puisque le Bahut, c'est 13 semaines sur 12 mois, c'est des semaines pleines. Du coup, ça peut être un peu lourd quand on est salarié. Donc voilà pourquoi. Aussi parce qu'on voulait trouver un moyen de certifier. Donc du coup, on a choisi, Pauline va raconter ça, un certificat de concepteur de ressources numériques de formation, qui permet d'avoir un vrai tampon France Compétences que l'école Le Bahut ne propose pas aujourd'hui.
Merci. Et dans le public, également les freelances aussi, qui justement n'ont parfois pas le temps, en tout cas pas une année complète pour se former. Donc, ça leur permet d'avoir un format un peu plus court pour venir piocher des compétences à leur expertise dans la formation. Donc, le petit bahut. Le format qu'aujourd'hui on propose, c'est 147 heures de formation réparties sur 19 semaines. Ça veut dire environ 4 mois et demi. Sur ces 4 mois et demi, on prévoit 11 jours de formation en présentiel sur Lyon, sur Paris. Ça, c'est des modalités qu'on décidera en fonction aussi du public qu'on accueillera. Et 23 demi-journées en distanciel. Les journées en présentiel seront établies le jeudi et le vendredi. Et la toute première semaine de formation, je vous montrerai ensuite un calendrier pour avoir une visibilité un peu plus macro. Et ensuite, les 23 demi-journées en distanciel qui seront en alternance avec le présentiel seront le mardi matin et le vendredi matin pour éviter des journées à distance trop lourdes. Précision importante sur ces 11 jours de présentiel, c'est pour nous important parce qu'on veut créer une dynamique de promo, on veut que vous vous rencontriez, que vous fassiez votre réseau. Néanmoins, toutes ces journées seront diffusables à distance pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour X ou Y raison, parce qu'on l'a déjà fait au bahut aussi, alors que c'est une formation présentielle, et on saura le refaire pour le petit bahut. Néanmoins, pour vivre complètement l'expérience, on vous recommande de pouvoir participer à ces journées en présentiel. Tout à fait. En plus de ces journées et demi-journées synchrones, on vous proposera des projets en autonomie qui représentent environ 55 heures de travail personnel. Et tous ces projets en autonomie seront accompagnés par les CIDO. Donc les CIDO qui sont des consultants en ingénierie pédagogique qui seront là pour vous appuyer dans la conception et la production de tous vos projets. Pour vous montrer rapidement ce que ça donne niveau planning, donc avec une rentrée au 19 juin, donc en bleu, ce sont les journées en présentiel et en orange, les demi-journées en distanciel. Donc on attaque avec une grosse semaine de présentiel pour créer cette cohésion d'équipe et puis voir aussi tout ce qui est important en termes d'ingénierie pédagogique et de mécanisme de l'apprentissage pour vraiment ensuite se lancer sur tout ce qui va être conception et production. Et ensuite, on attaque avec quelques journées, des demi-journées en distanciel et de temps en temps sur des blocs très spécifiques où on pense que le présentiel est plus adapté pour ces séances, le jeudi et le vendredi. On fait en sorte niveau organisation, voilà, que ça soit 2 jours consécutifs pour que vous puissiez les planifier déjà le plus rapidement possible et que ce soit plus simple au niveau de votre organisation perso et professionnelle. Et comme vous Euh, pouvez voir, oui, Sur ces demi-journées distancielles, tout est enregistré également. Donc, c'est de la classe virtuelle, vraiment organisée comme une classe virtuelle, c'est-à-dire qu'il y a de l'interaction, c'est pas du descendant avec un prof qui vous parle pendant 3 heures, il faut que ce soit actif, que ce soit sympa et qu'on échange avec ses pairs, parce que les participants seront des pairs. Et tout sera enregistré. Pareil, s'il y a un empêchement pro, s'il y a un souci ce jour-là, vous pourrez aussi récupérer. bien sûr, on s'adapte. On essaye. Et comme vous pouvez le constater aussi, c'est que tout au long du parcours, il y a des projets en autonomie. Projet en autonomie, ça veut aussi dire vous organisez comme vous le souhaitez. Simplement, il y a une date de lancement et une date de rendu pour qu'à la fin de tous les projets, vous puissiez être prêt à présenter le projet final qui vous servira à passer la certification finale qui validera tout le programme. Donc, la certification dont je vous parle, qui est conception et production de ressources e-learning, c'est une certification qui est enregistrée au répertoire spécifique de France Compétences. Donc, France Compétences qui est l'autorité, on va dire, de la régulation de la formation et de l'apprentissage. Donc, Ouais, enfin, c'est tout ce qui est l'entité. diplôme, certification, tout ce qui est reconnu par l'État. Voilà, à contrario de l'éducation nationale. Tout à fait, pour la formation continue. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser directement dans le chat ou à prendre la parole, comme vous êtes peu nombreux.
c'est Donc, faisable. ça veut dire qu'il y a une sorte de cas final à produire devant un jury pour être certifié. Cette certification reste facultative si vous voulez pas la passer, si vous voulez juste suivre les heures de cours et suivre tous les projets comme tout le monde. Mais enfin voilà. En tout cas, il y a un jury spécifique à la fin pour savoir si oui ou non vous êtes bien certifié concepteur et producteur de ressources e-learning. Tout à fait. Mais pour pouvoir bénéficier d'un financement type CPF ou OPCO, euh, on va dire il faudra passer la OPCO, non, certification. il y a que CPF. OPCO, Que ça peut être CPF. un plan de formation. Après, peut-être que pour transition pro de Pôle emploi, il faut passer la certif. Donc ça, on vous fera du cas par cas, vous nous direz vos enjeux, vos possibilités. Nous, on fera des recherches aussi pour vous en fonction de chacun. Alors, si je vois qu'il y a une question, si tu peux en prendre Et connaissance. oui, bonjour Coralie. Non, ce n'est pas nous qui avons déposé cette certification. Nous, on est en cours de dépôt d'un titre RNCP plus complet. Et là, c'est une certification que nous louons à l'ISTF, qui est un partenaire, qui a déposé cette certification en 2019 et qui a été renouvelée en 2022, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, c'est eux les jurys, J'aurais une question aussi, moi. bien sûr. Est-ce que ça abordera uniquement l'aspect e-learning, mais il y aura aussi du mix sur comment intégrer le e-learning dans du présentiel, ce genre de choses? Alors, nous, au BAHU, on est très sensibilisés au présentiel, en tout cas au synchrone. Je pense que vous avez vu le voir dans d'autres programmes où il y aura quelques e-learning, mais en tout cas très peu. Donc, bien entendu, tout au long du parcours, euh, vous serez amené à avoir une réflexion en fait sur un parcours multimodal, un parcours hybride avec à la fois des séances synchrones et asynchrone. Simplement, la certification que vous passerez à la toute fin du cursus, ce sera uniquement sur de la conception et de la production de ressources e-learning. Mais nous, notre ADN du BAHU est focus sur toutes sortes de pédagogies, sur toutes sortes de modalités. Ok, merci. L'objectif est que les apprenants apprennent, mémorisent et passent un bon moment. Et clairement, nous, au Bahut, on ne croit pas au 100% asynchrone. Et on pense qu'il faut toujours un mode hybride. Il peut y avoir une partie théorique à distance qui se fait tout seul. Et par contre, il faut toujours une classe virtuelle pour pouvoir échanger avec les pairs et avec l'expert. Donc, c'est plus dans ce cadre-là qu'on vous donnera des clés, plus que faire des choses où les gens se débrouillent tout seuls et il n'y a jamais d'échange. Et pour vous en dire un peu plus sur notre approche pédagogique, donc tout d'abord, elle est basée sur une approche par projet et par la conception. C'est-à-dire que nos modalités pédagogiques vont venir déjà de besoins terrain. Euh, on va la construire, on va construire en fait la plupart des projets que vous allez réaliser en collaboration avec votre structure, que vous soyez freelance ou salarié d'une entreprise. Après, si ce n'est pas possible, on trouvera d'autres solutions, mais pour que ce soit vraiment au cœur de vos pratiques. Donc, sur les projets que vous aurez à réaliser tout au long de la formation, il y en a trois, donc trois projets intermédiaires qui sont l'analyse d'une formation en ligne existante. Donc là, on vous demandera d'analyser un e-learning de votre structure, si c'est possible, bien entendu. Ensuite, réaliser une vidéo explicative, puis réaliser un module de formation en ligne sur Storyline. Sur ces projets, on a dû faire des choix au niveau des différents outils qui pourront être abordés. Et tous ces choix ont été basés sur une enquête que j'ai fait parvenir il y a maintenant quelques mois. Donc, on s'est basé sur les besoins, en tout cas, des entreprises actuelles. À la fin de tous ces projets, vous aurez bien entendu un projet final qui sera présenté lors de votre soutenance pour le passage de la certification. Et tous ces projets, que ce soit sur les projets intermédiaires et sur le projet final, seront accompagnés par des experts en digital learning qui sont des silos. Sachant que l'idée, c'est que vous créiez votre portfolio pendant cette formation, que vous puissiez montrer que vous savez faire et que vous ayez des exemples à la fin, que ce ne soit pas juste de la théorie, un cours de prise en main de Storyline. Non, c'est vous avez réellement un vrai cas pratique à réaliser dessus, sur votre boîte si vous avez un sujet, ou nous, on aura plein de sujets à vous présenter.
Et donc, comme le dit Sylvain, on est quand même sur une approche très pratico-pratique avec des ateliers et des séances de prise en main sur les différents outils du marché, donc que ce soit des LMS, des outils auteurs, si ça vous parle, donc des outils qui servent à produire du contenu pour la formation, comme Genially ou Storyline. Et on aura aussi une approche sur les outils d'intelligence artificielle qui aujourd'hui vont faire partie intégrante de notre quotidien de concepteurs et conceptrices pédagogiques. Parce qu'aujourd'hui, il existe déjà des outils avec de l'IA pour créer des vidéos assez facilement, pour faire des évaluations, pour faire des synthèses d'évaluation, pour créer des programmes Calliope compatibles. Enfin, on bosse beaucoup dessus chez Sido, on va sortir des choses d'ailleurs prochainement, mais du coup, on vous donnera aussi les clés pour savoir utiliser ces outils-là et pour avoir un avis dessus. L'idée, c'est que vous puissiez toucher à ça et vous dire, bah, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Sylvain, il y a des questions, je ne sais pas si on les a traitées ou pas. Pour le CPF d'un enseignant, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas possible. Je vais quand même vérifier, mais vu que la formation est inscrite au répertoire spécifique, normalement, on doit pouvoir utiliser ce CPF aussi. Et le projet doit-il être réalisé dans le cadre d'un centre de formation, Laurence? Non, on va s'adapter à toi. Si c'est pour tes cours et que tu veux digitaliser une séance, une partie théorique, que tu es enseignante en CFA ou même au lycée, on trouvera bien un sujet. Nous, on le fait déjà, enfin, au Bahut, on a récemment digitalisé des cours de CFA dans la plomberie ou dans la gastronomie. Donc non, en plus, il y a de la technique, c'est visuel, enfin, ça peut être très cool. Donc avec plaisir pour réfléchir à tes sujets à toi. Mais ça, on s'adaptera à chacun de vous, on fera un point. Il y a vraiment Pauline qui sera centrale là-dessus pour bien comprendre vos besoins et qu'on adapte vraiment les cas pratiques et les séances à vous. Exactement. Et c'est pour ça que dans le processus de recrutement, il y a déjà un entretien et également, une fois que c'est validé, un autre entretien, justement pour définir tous ces projets et en savoir un maximum pour pouvoir adapter la formation à vos besoins. Pauline, Dans notre quels sont les approche, oui, prérequis? nous allons y venir. Mais les prérequis, c'est surtout en fait d'avoir des compétences sur la formation et d'avoir un besoin de s'initier au digital learning. Et en tout cas, d'utiliser des outils numériques pour développer des formations hybrides, pas forcément que e-learning, mais en tout cas de s'appuyer de tous ces outils du numérique pour faire évoluer sa pédagogie et ses contenus. L'autre partie de notre approche pédagogique, c'est vraiment l'apprentissage entre pairs. Aujourd'hui, au Bahut et avec les SIDO, personne n'a la science infuse. Et donc, on va vraiment appuyer toute notre formation, tout notre apprentissage sur les expériences et les savoirs de chacun pour pouvoir capitaliser dessus parce que personne ne vient en formation complètement vierge et donc c'est intéressant de mettre à profit les compétences de tous au service du groupe, au service des autres. Un autre pan de notre approche pédagogique, c'est développer cet esprit critique. C'est-à-dire on challenge en tout cas nos apprenants et nos apprenantes sur les modalités pédagogiques, les différents outils que nous allons vous proposer, les méthodos. Parce qu'en fait, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de recette adaptée à toutes les structures. C'est chaque structure, chaque personne a ses besoins, ses outils, et on vous aidera justement à, comme je dis, développer cet esprit critique pour que vous puissiez trouver votre méthode. À savoir qu'il y a une Et spécificité au Bahut, c'est qu'on ne donne pas toujours de correction. Il y a toujours une évaluation sur tous les travaux pratiques. Nous, on peut vous montrer ce que nous, on a fait en tant que SIDO, parce que parfois, c'est basé sur quelque chose qu'on a déjà fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres moyens d'arriver à l'objectif qui est ce groupe d'apprenants doit apprendre, mémoriser et être capable de faire ça. Et
Et c'est en ça que l'esprit critique est important, parce que nous, on peut dire, bah voilà comment nous, on l'a imaginé le parcours, mais vous pouvez avoir aussi trouvé notre parcours avec le même résultat, dans le même délai, avec le même budget. Et c'est tout aussi bien. D'où on ne donne pas de correction en disant c'est comme ça qu'il fallait faire. On vous donne une méthode et on fait des retours sur le chemin que vous avez choisi, vous. Ça, c'est vraiment important à avoir en tête, parce que si vous imaginez avoir à la fin de chaque séance une fiche pratique qui vous dit, bah voilà comment on fait un bon storyline, oui, enfin, bon storyline peut-être, mais comme on fait une bonne formation, clairement, on ne vous donnera pas la fiche. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, on a une grosse communauté d'anciens. Déjà, on a 120 diplômés du BAHU qui sont sur le marché en poste, tous en poste, qui s'embauchent les uns les autres. D'ailleurs, c'est assez drôle à voir. Plus une centaine aussi d'autres DLM qui ont rejoint ce réseau et qui recrutent au BAHU ou qui posent des questions aux BAHUiens, parce qu'on est tous des experts. Et du coup, vous entrez tout de suite dans cette communauté pour vous faire votre réseau aussi, pour trouver un nouveau job. Et ça, là-dessus, on peut aussi vous aider, parce qu'on reçoit pas mal de demandes d'entreprises. Pour donner un petit chiffre, sur chaque promo du BAHU, on reçoit une soixantaine d'intentions d'embauche d'employeurs, sachant qu'on a que 25 places. Et en plus de cette grosse communauté, on va dire, des Digital Learning Managers, BAHU et externes, il y aura également le groupe sur lequel on vous proposera un outil de communication pour que vous puissiez échanger, on va dire, de manière rapprochée avec les participants et les participantes de la formation. Je vois des questions, Syl. Je ne vois pas de Peut-être questions, que c'est moi. juste mes notifs. Moi, c'est des notifs, pas de questions. Très bien. Je ne vais pas rentrer dans le détail du programme parce que ce serait un peu long, mais globalement, voici les 4 objectifs principaux que traitera tout au long de la formation. Donc, nos objectifs pédagogiques, si vous êtes familier avec ce mot, sont concevoir un dispositif de formation en ligne et le produire. Donc, c'est-à-dire l'utilisation des différents outils du marché, qu'ils soient des outils open source ou des outils propriétaires. Sur la conception, c'est tout ce qui va toucher à l'ingénierie pédagogique. On fait également un lien avec les différents mécanismes de l'apprentissage pour pouvoir aussi théoriser ce que vous allez faire et ce que vous allez produire. Le troisième objectif qui est d'identifier les outils et les méthodes innovants. Donc ça, on en a déjà un peu parlé, mais c'est vraiment disposer d'un panorama d'outils pour la formation, apporter un regard critique sur ces solutions et choisir les plus adaptés à votre besoin, que ce soit sur votre appétence, mais parfois sur le budget choisi par votre structure et toutes les contraintes que vous pourrez avoir sur vos apprenants et le reste de votre équipe. Et On ensuite, parle la beaucoup dernière partie. d'outils partout, beaucoup d'outils. Et pourtant, l'objectif, c'est que vous dépassiez les outils. C'est qu'en fait, vous compreniez à quoi ils servent, quels sont les impacts et à quel moment ils peuvent être intéressants. Et que vous reveniez vraiment à une ingénierie péda. Mon apprenant, il doit apprendre ça et quel parcours je lui crée. Et que vous ne soyez pas contraint en me disant je ne connais que Storyline, donc tout dans Storyline. Alors, c'est un super outil, mais on ne peut pas tout faire avec, ce n'est pas toujours le meilleur. Faut parfois, on s'en fiche. Voilà ce que je veux leur faire faire. Je veux leur faire de l'apprentissage par l'erreur, je veux faire de l'apprentissage en réalité virtuelle, je veux qu'ils fassent un exo, un cas pratique, ils n'ont même pas besoin d'outils, mais parce que vous les connaissez et qu'ils ne font plus peur. Donc, vous en verrez potentiellement beaucoup. Et on vous donnera accès à pas mal d'outils pendant la formation. Et certains outils sont aussi gratuits. Et comme le disait Sylvain, oui, c'est vraiment que l'outil s'adapte à votre envie, votre pédagogie et pas l'inverse. Et la dernière partie de la formation, alors c'est pas séquencé par partie et on traite chaque partie au fur et à mesure, c'est tout disséminé tout au long du programme. Ce sera la gestion de projet. Que vous soyez en capacité de gérer un projet de lancement de formation, qu'elle soit synchrone ou asynchrone, de A à Z. Et donc on vous donnera les clés pour penser à tout. Et si jamais votre structure, vous-même, vous décidez de lancer une formation, que vous puissiez en fait avoir en tête toutes les étapes et que vous puissiez vraiment lancer votre projet du début jusqu'à la fin. Est-ce que vous avez des questions sur nos objectifs pédagogiques?
Ouais, ben moi, justement, sur cette partie-là, ça abordera aussi l'aspect délégation, j'imagine, par rapport au contenu qu'il y a à produire, etc. Tout à fait. Sachant que C'est c'est vraiment l'idée, c'est que tu saches maîtriser les différents outils pour que tu sois capable de les sous-traiter. Parce que tu cherches un freelance en storyline, si tu ne sais pas ce qu'on peut faire avec storyline, bah, tu risques d'avoir un contenu qui ne correspond pas à ce que tu voulais ou ce qui est possible. Donc, c'est que tu les fais une première fois avec nous et qu'après, tu puisses te dire, bah, vu le temps que ça me demande, vu l'énergie que ça me prend et vu mon envie de le faire, bah, je sous-traite. Mais du coup, tu sais faire un vrai cahier des charges et tu sais accompagner quelqu'un qui fait. Et ça veut dire qu'il faut qu'on soit aussi en mesure de transmettre, entre guillemets, une forme de posture pédagogique à la personne qui est en face, quoi. Tout à fait. Bah, après, tu auras fait un storyboard. Je ne sais plus comment ils appellent ça au Québec. Ils ont un autre nom. Un plan, non, je sais plus. Bon, je vais pas rechercher. Parce ils ont traduit ce mot-là. Donc, tu auras traduit un storyboard très détaillé à ton learning designer ou à ton expert storyline ou ton expert Geniali qui fera l'intégration et l'exécution de ce que tu as imaginé. Mais oui, il faut qu'il ait une connaissance de ça, mais normalement, c'est suffisamment cadré par ton storyboard pour que le contenu soit réellement pédagogique à la fin. Ok. La question était uniquement sur des formations asynchrones ou pas que? Pour les deux, en fait, j'imagine qu'il y a quand même besoin d'avoir une certaine posture pédagogique si on veut transmettre au mieux les compétences. Oui, complètement. Après, enfin, ce n'est quand même pas une formation de formateur. Enfin, donc, même si déjà par tous les intervenants et intervenantes que vous allez avoir, vous allez justement développer cet esprit critique sur l'animation d'une formation. Mais c'est quelque chose qu'on ne traitera pas. Mais par contre, on pourra faire des retours tout au long de la formation sur l'animation et la posture pédagogique. Ok, merci. En pratique, donc concrètement, combien ça coûte, comment ça se passe et quand est la prochaine session. Donc, le coût de la formation s'élève à 5 400 € pour suivre la formation, 350 € pour passer la certification à l'issue de la formation. Vous pouvez demander la prise en charge à votre co, si vous faites partie d'une organisation, ou directement par votre compte personnel de formation. La demande de prise en charge par votre CPF se fait directement depuis mon compte formation. À ce jour, notre formation n'est pas encore inscrite, c'est en cours. J'enverrai un mail à toutes les personnes qui sont intéressées dès que la session sera ouverte sur le site compte formation. Il y Au a niveau du d'autres moyens de processus, financement possibles, hein. Je vous parlais tout à l'heure Pôle emploi avec Transition Pro. Il y a aussi d'autres systèmes de financement quand l'entreprise fait un plan social. Enfin, il y a pas mal de possibilités. C'est plus moi qui m'occuperai de cette partie-là s'il y a des questions. N'hésitez pas à revenir vers moi et on étudiera le mieux pour vous, pour que toujours la logique de toute façon du bahut, que ce soit le petit ou le grand bahut, c'est que ça reste accessible et que ça vous donne vraiment les clés pour faire votre passion et pour vous éclater par la suite. oui, et pour le coup, Sylvain trouve toujours une solution. Donc, effectivement, si ça ne rentre pas dans les cases de ce que je viens de citer, ne vous arrêtez pas là. Il trouvera quelque chose, un financement. Bref, on trouvera toujours. Au niveau du processus de candidature, on vous demandera de remplir un formulaire de candidature déjà pour savoir un peu votre environnement, pourquoi est-ce que vous souhaitez faire cette formation et quelles sont vos attentes. Et ensuite, vous aurez un entretien avec un membre de l'équipe du bahut. Ce sera majoritairement moi, mais si je ne suis pas disponible, je peux déléguer la tâche à Sylvain ou Rachel en tant que directrice pédagogique. Et ensuite, on peut valider, vous demander des compléments par rapport à votre candidature ou refuser votre candidature. Après, l'objectif, c'est de rester quand même ouvert au plus grand nombre d'entre vous parce que c'est une formation, comme Sylvain l'a dit, qu'on veut inclusive. Après, il ne faut quand même pas que ça soit complètement
décorrélé de vos objectifs et que vous ayez bien compris ce que nous allons faire en formation pour que ça corresponde à vos attentes, car vous allez devoir être assez impliqué sur ces 4 mois et demi. Ça demande du travail personnel en fonction de ce que vous avez pu dealer avec votre structure. Donc, on va dire que l'engagement est à 100% si vous souhaitez obtenir la certification. Les Et au niveau, entretiens se font bien en distanciel. Je vois la question de Laurence. De toute façon, même au oui, bahut, c'est en distanciel. On ne fait pas déplacer les gens pour cette partie-là. Ce serait, enfin, c'est pas efficace pour personne. Donc, non, tout se fait bien à distance et avec les conditions qui vous arrangent le mieux, même en termes d'outils de visio et autres. Alors, nous, on est plutôt sur Zoom, comme vous le voyez, mais on fait du Meet, du Teams en fonction de ce qui est ouvert dans votre boîte ou sur votre ordinateur. Avec plaisir, je complète ce que dit Pauline. Les grandes raisons de refus, ça peut être mais en fait, tu feras jamais ce métier-là. Pourquoi tu fais ça? Si c'est juste de la curiosité, on a peur que le programme soit trop exigeant parce que c'est un peu notre point différenciant, c'est qu'on est exigeant, on aime bien aller au bout des choses, on va vous fournir beaucoup de contenu, beaucoup d'intervenants, beaucoup d'infos. Et clairement, s'il n'y a pas un objectif à court moyen terme pour vous, vous risquez de décrocher, de vous noyer. Donc, le but, c'est que ça vous serve vraiment et qu'on ait des gens qui sont vraiment intéressés par cette formation et pas formés pour former. De toute façon, c'est un discours que je tiens partout. J'aime pas former pour former, j'aime bien quand ça sert à quelque chose derrière. Oui, Guillaume, Bonjour, oui, je préfère m'adresser à vous, j'en profite. tu as bien raison. C'est même sympa. Merci déjà pour cette présentation. J'aime bien l'idée. Alors, j'ai 3 petites questions. La première, comment ne pas craindre que, alors j'imagine que vous y avez pensé, que le petit bahut ne semble pas être une formation au rabais pour des gens qui s'intéresseraient au domaine par rapport au grand bahut? Qu'est-ce qui va permettre de dire: «Ah bah, j'ai fait le petit bahut, mais ça m'apporte telle telle qualité que peut-être je n'aurais pas eu si j'avais fait le grand bahut». Voilà, comment on pourrait dire le petit plus du petit bahut? Je donne mes 3 questions, en rafale et puis je vous laisserai vous répartir la réponse peut-être. Sachant que la deuxième s'adresse plus à Sylvain. Penses-tu que ce petit bahut sera valorisable au Québec? Je pense à l'après et ça m'intéresse directement. Penses-tu que les compétences du petit bahut, puissent être, exploitables et reconnues, à Montréal ou ailleurs dans la province? Et troisième question, puisque c'est éligible au CPF, pensez-vous que ça sera toujours éligible à un financement par il doit y avoir d'autres formateurs que ça peut intéresser, par le Fonds interprofessionnel des formations des professionnels libéraux? Puisque Le quand on est FIFPL, formateur le indépendant, fameux. on cotise à celui-là et Oui, donc ça m'intéresse tout de suite de savoir si oui ou non ça pourrait rentrer. Et question bonus, je ne suis pas disponible aux dates de la première promo, je serais intéressé à connaître les dates de la deuxième promo. Voilà, merci. ok. On n'a pas de date de deuxième promo pour répondre à cette D'accord. dernière question. Ce OK. sera probablement début 2023, mais j'ai pas le 24? 24, pardon. 24. Oui. D'accord. C'est l'air québécois qui fait que j'ai du mal à me réveiller ce matin. Euh, Deuxième, on remonte par le haut. Au Québec, alors, parce que du coup, pour ceux qui ne savent pas, je vis actuellement à Montréal pour encore 6 mois, jusqu'à fin août, enfin 5 mois maintenant, pour découvrir le monde, l'univers de la pédagogie ici, pour voir le marché, pour comprendre comment ça fonctionne et pour laisser tranquille mes équipes à Lyon. Et je crois qu'elles sont bien contentes que je sois pas là aussi. Euh, C'est et pas vrai. bizarrement, le marché québécois est beaucoup moins développé que le marché français sur la formation pro. Et sur le digital learning en général. Il y a très peu de concepteurs PEDA qui savent faire, qui savent produire ici. Du coup, ils vont beaucoup chercher de compétences en France parce qu'il n'y a pas de formateur storyline, il n'y a pas de formateur. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un LMS. Ils ne savent pas intégrer sur la plateforme. Alors aussi parce que la formation continue, c'est peu l'entreprise qui la finance. Ici, il faut savoir qu'il n'y a pas de CDI, qu'on peut se faire virer du jour au lendemain et que l'employeur part du principe que soit vous êtes bon, on vous garde, soit vous n'êtes pas bon, on vous vire. Et ça peut se faire sous 2 semaines pour n'importe qui, quelle que soit votre ancienneté, quel que soit quoi que ce soit. Donc, l'entreprise investit moins là-dessus. Sauf qu'en ce moment, comme il y a un taux de chômage inférieur à 1%, laisser partir quelqu'un, c'est compliqué parce qu'on ne retrouvera personne d'autre. Donc, ils se disent peut-être qu'on va capitaliser sur nos équipes internes et les faire monter en compétences pour qu'ils continuent à être productifs. D'autant plus que le télétravail ici, c'est généralisé. Le territoire étant tellement grand et le taux de chômage à 1%, que les salariés imposent le télétravail. Donc, il faut les former à distance, mais ils ne savent pas faire. En ce moment, il y a un besoin
qui est en train de monter fortement. Il n'y a pas encore beaucoup de demandes, contrairement à la France où le marché, depuis le Covid, est très clair. Mais ça arrive, il y a des belles agences, et je suis notamment en discussion avec une agence qui sera intéressée par et le Grand Bahut et le Petit Bahut, parce qu'il y a vraiment besoin de former du monde ici, parce qu'ils ne savent pas faire. Et ceux qui se disent un GPDA, en fait, c'est que des diplômes universitaires, ils n'ont jamais mis les mains dedans. Ils ont à peine vu H5P et Moodle, ce qui est déjà pas mal, mais ils n'ont rien créé dessus, quoi. Donc oui, marché québécois, il y a un vrai truc à voir ici. Avec des Ouais, ça me plaît. salaires, pour vous donner un ordre d'idée, un junior va débuter à 55 000 $, Ok. et après 3 à 5 ans d'expérience, il est vite au-dessus de 100 000 $, 120 000 $. J'ai un copain qui était embauché dans une grosse boîte à 120 000 $ après 5 ans d'expérience sur le sujet, parce qu'il Et n'y a donc, tu pas de penses qu'un petit ressources. bahut, excuse-moi, je te coupe, un petit bahut serait tout à fait crédible de leur point de vue. C'est de ce que tu en sais déjà. Ouais, carrément, parce qu'en fait, Ouais, si tu ok. sais utiliser du storyline, toutes les boîtes recherchent ça. Parce que quand même, c'est l'outil numéro 1 aujourd'hui. Ici encore plus, ils ont quasiment que ça. Ils ne connaissent pas du tout d'autres. Donc quelqu'un qui maîtrise storyline et qui connaît ce qui est un peu autour, les intéresse beaucoup, ouais. Ok. Et ça leur Et donc, suffit. j'avais mes 2 autres questions, FIFPL et donc petit bahut versus grand bahut. Comment Alors, FIFPL, tu peux te faire financer une partie de la formation via une convention de formation professionnelle traditionnelle. Moi, en tant que FIFPL, j'ai toujours réussi à faire financer un peu. Après, si tu arrives à vendre que c'est un projet de reconversion pour toi, etc., tu peux avoir des financements supplémentaires, parce que généralement, le budget formation annuel en FIFPL est de l'ordre de 600 à 1000 €. Ça dépend des années. Donc, si on arrive à vendre un peu mieux le projet, on peut avoir plus. Et le CPF, tu n'as pas en tant que gérant, je ne crois pas. Parce que moi, je n'ai pas. En tant que bah, profession libérale. moi, j'ai du CPF personnel par rapport à mes anciennes activités que je n'ai pas Ah, utilisées. Donc, bon, donc tu as les deux. Du coup, tu potentiellement, as ce et serait FIFPL et CPF. ouais, ce OK. serait un hybride. Et puis, donc, petit bahut versus grand bahut, c'est quoi les plus qu'on pourrait aller dégager là-dedans? Petit bahut, tu seras potentiellement plus identifié comme spécialiste de la conception de ressources e-learning, alors que grand bahut, c'est un peu plus généraliste et que c'est à chacun de choisir ce sur quoi il veut se spécialiser, sachant qu'à la fin du grand bahut, on a 4 métiers. On a celui-ci, pour ceux qui sont allés plus loin sur ces outils. On a plus administrateur LMS et je gère l'accompagnement au changement des enseignants, je les aide à créer des contenus. Je crée une académie interne sur un logiciel ou une boîte qui a une expertise et qui veut vendre cette expertise. Et j'en oublie un de métier. Qu'est-ce que j'ai oublié, Pauline? Non. Non, c'est. Euh, Normalement, j'en Parce ai qu'après, 4. c'est de la conception, enfin, c'est l'ingénierie pédagogique, mais qui est traitée aussi sur le petit bahut. Donc là, l'avantage de cette certif, c'est que tu es vraiment identifié comme learning designer. Attention, on n'a pas dit au début sur la définition, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de mots qui sont dans cet univers-là. On voit assez peu les LMS dans cette formation. Donc, vous en verrez ce qu'on en utilisera. On vous donnera des accès si vous avez besoin, parce qu'on a des partenariats avec MySkillsCamp, RiseUp, 360 Learning, et on a notre propre Moodle. Donc, on peut vous montrer, enfin, on peut vous donner des accès pour que vous puissiez jouer dedans. Il n'y a pas vraiment de cours là-dessus, parce que ça ne rentre pas dans le cadre de cette certification. Et donc, du coup, on n'est pas du coup ingénieur pédagogique, dans le sens où l'ingé péda, normalement, il gère aussi un peu le LMS, la diffusion, et l'accompagnement des apprenants. Parce qu'aujourd'hui, il y a même un nouveau métier qui est Customer Success, Learning Customer Success, ou non, Learning Success Manager, pardon. C'est celui qui gère la communauté d'apprenants pour s'assurer qu'ils ont bien les accès, qu'ils ont bien fait, que s'ils ont des questions, on arrive à leur trouver des réponses, etc. Donc, à la fois moins complet, mais plus spécialiste. Voilà, sur cette formation, le petit bahut. Mais C'est d'où très bien présenté. Merci. on essaye de s'adresser à des gens qui sont déjà dans ce monde-là, alors qu'au bahut, on prend aussi des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans le monde de la formation. Qu'on fait de la com, du marketing. On avait, nous, un pilote de drone ou on a des métiers très, très divers, ou illustratrice de livres d'enfants. Et aujourd'hui, une super ingé péda dans une super boîte. Mais où, du coup, on repart plus des bases, alors qu'ici, on part du principe que vous êtes déjà un peu dans ce monde-là et que vous avez quelques notions. Donc, on ira plus vite au démarrage, notamment. Est-ce qu'il y aura peut-être des passerelles après si on veut aller plus loin sur certaines thématiques précises, je sais pas, des ponts qui peuvent être créés peut-être avec les anciens étudiants, etc. Complètement. Il y a aussi, même dans le programme de Pauline, des séances POT qui peuvent être pop, ah, pardon, pas spot, pop, qui sont faites à la demande des apprenants qui vont dire là-dessus, on aimerait aller plus loin, on vous proposera nous des sujets où on est capable d'animer des choses. Et donc, il y a des séances comme ça où il y a 6 sujets possibles. Alors, potentiellement, on fera même 2 groupes si on voit qu'il y a 2 sujets qui ressortent. Donc oui, on ira plus loin sur certains points. Après, on vous mettra aussi en relation avec d'autres organismes qui font des formations plus
d'ingénieur de formation. Alors, c'est plus le spécialiste des plannings et des financements. D'ingé PEDA, c'est celui qui a une vision plus globale, un peu plus architecte. Enfin, on pourra vous donner des clés pour continuer si vous avez envie de continuer. Ou après, sinon, on pourra aussi vous accueillir au Bayou avec plaisir. Ok. Est-ce qu'il y a des formats, je sais pas, de type supervision, intervision à l'issue, enfin après la formation, quoi? De toute façon, à partir du moment où on rentre dans la communauté du Bahut, il y a un peu une sorte d'accompagnement pour ceux qui le souhaitent, qui me demandent, via Slack. Alors après, il y a un Discord pour la promo, qui reste pour la promo, et après, toutes les promos se retrouvent sur, enfin, tous les anciens ou tous ceux qui font partie de la communauté se retrouvent plutôt sur Slack. Et le but, c'est que moi, je puisse faire ce lien et que je puisse transmettre les offres d'emploi, que je puisse conseiller un peu les gens sur leur orientation si ils ont envie. En tout cas, c'est ce que je fais aujourd'hui. Ça me semble un peu normal de continuer à le faire. Et ça fonctionne. Et le réseau est hyper important. Et globalement, on vous apprend surtout à être acteur de votre apprentissage. Enfin, nous, on donne un cadre, mais après, c'est aussi aux apprenants et aux apprenantes de décider vers ce quoi ils vont et les spécificités de leur métier, parce que même Digital Learning Manager, c'est très large et on peut faire plein de choses. Et il y a plein de métiers différents. On le voit sur les promos du Bahut sur un an où par exemple, sur la promo 6, ils sont 25 et il y a quasiment 25 postes différents, 25 métiers différents. Et Tout à donc, fait. pour finir, au niveau du lieu, on a 2 lieux aujourd'hui pour le Bahut. On a un Bahut à Lyon, en plein centre-ville, et un Bahut sur Paris. Donc, à ce jour, on ne sait pas encore où on réalisera les séances en présentiel. Je pense que ce sera déterminé assez rapidement en fonction des premiers entretiens que je ferai pour que ce soit le plus pratique, en tout cas pour les candidats, même si ça reste 2 villes très accessibles et des locaux très sympas dans les 2 cas. Et donc, la prochaine session, j'allais oublier, démarre le 19 juin et se termine le 27 octobre. On vous enverra le webinaire, enfin le replay du webinaire et également une fiche qui reprendra tous ces éléments. Si vous souhaitez aller voir le calendrier, les séances sont déjà planifiées pour voir si ça peut matcher aussi en fonction de votre organisation personnelle. On a bien entendu veillé à ce que le mois d'août, il n'y ait pas trop de séances, voire pas du tout, pour que ça puisse convenir en fonction de vos congés. Question de Coralie, est-ce qu'il faut être nécessairement en poste pour suivre cette formation, sachant que Coralie est en transition? Absolument pas. Non, simplement, il faut avoir, avoir cette réflexion sur les projets sur lesquels tu aimerais travailler pour que ce soit le plus cohérent possible avec la formation et que ça fasse partie d'un projet global, on va dire, de changement de métier vers le métier de Digital Learning Manager ou concepteur pédagogique ou Learning Designer. Oui, on fera toujours attention que ce soit des choses que tu peux montrer à la fin, que tu vraiment cette idée de portfolio et que tu peux montrer à un employeur si c'est ça que tu veux faire comme métier. Parce qu'aujourd'hui, alors si c'est pour vous donner un petit retour du marché, il y a de plus en plus de formations qui existent sur ce sujet-là, des trucs très bien. Pour autant, ça manque parfois de concret. En tout cas, les employeurs demandent aujourd'hui des exemples, des preuves, de montrez-moi que vous savez faire. Parce que c'est bien d'avoir la réflexion strat de comment il faudrait former mes salariés, mais je veux que tu sois capable de déployer mon LMS et de créer les premiers contenus dedans. Ok, qu'on travaille avec un designer, un graphiste pour mettre une touche de beau si tu ne sais pas faire, mais je ne veux pas tout sous-traiter parce que ça me coûte trop cher et que je veux avoir les compétences en interne. Donc aujourd'hui, les employeurs demandent à leurs ingé pédas, concepteurs pédas de savoir produire, de savoir maintenir, de savoir donner des premières touches et de savoir faire des contenus simples. Aujourd'hui, avec les outils auteurs qui existent dans les LMS ou ceux du marché, même sans aucune compétence graphique, on peut faire des choses canon. Enfin, on vous enverra quelques exemples de ce que font nos étudiants. Franchement, c'est bien mieux que 80% de ce qu'il y a sur le marché et même parfois que ce qui est fait par certaines agences. Donc voilà ce que demandent les boîtes. Voilà comment nous, on se positionne là-dessus. Et il y a en fait, on n'a pas complètement dit, il y a un peu 2 diplômes dans cette formation. Il y a le certificat
de concepteurs de ressources e-learning, et il y a la marque Le Petit Bahut. Nous, c'est comme ça qu'on se développe aujourd'hui. En tout cas, l'école Le Petit Bahut n'est pas diplômante, n'est pas certifiante, il n'y a rien au bout à part un petit bout de papier comme quoi ils ont suivi la formation et qu'ils l'ont réussi. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nos étudiants sont chassés sur le marché du travail parce que les boîtes savent qu'ils sont sérieux, qu'ils savent bosser, qu'ils savent faire. Et c'est un peu cette même logique et philosophie qu'on aura dans Le Petit Bahut. C'est que si vous mettez ça sur votre CV et sur LinkedIn, déjà, on vous soutiendra et en plus, le but, c'est que vous soyez chassés aussi. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent. N'hésitez pas à prendre la parole si vous avez envie. Laurence, est-ce qu'on a déjà eu des enseignants EducNet qui ont voulu se reconvertir? Plein, c'est des super profils pour nous, enfin plein, malheureusement. J'ai envie de dire malheureusement parce que c'est un métier moi que j'adore, mais on en attire beaucoup parce qu'on sait que c'est un métier dur en ce moment, qui ne fait pas toujours rêver, qui ne fait pas toujours plaisir, il y a peu d'évolution, des salaires pas ouf. Et on ne va pas parler de salaire, tiens, on pourra parler de salaire après. Qu'en tant que concepteur péda, les salaires sont parfois un peu plus intéressants que ceux des enseignants. J'ai envie de dire malheureusement, parce que je trouve que c'est un métier fabuleux. Donc oui, on a beaucoup d'enseignants qui passent au Bahut. Petit Bahut, c'est une première promo, donc je ne peux pas vous dire pour l'instant. Mais le retour qu'on a eu de certains enseignants, c'est wow, avec ce que j'ai appris là, j'ai presque envie de retourner à l'EducNet avec toutes ces nouvelles notions et toutes ces nouvelles compétences parce que je vivrai mes séances différemment. Bon, le problème, c'est qu'on leur a trouvé des jobs qui sont trop payés pour qu'ils retournent à l'EducNet et qu'ils repartent en arrière. Donc oui, il y a un vrai lien et c'est notre rêve ultime à nous au Bahut et à SIDO, c'est de créer une formation pour les enseignants pour qu'ils soient plus à l'aise avec ces enjeux et qu'ils sachent plus faire et qu'ils soient que ce soit moins ressenti comme une contrainte. Et sinon, j'ai une question sur l'accroche narrative. Et ça, il faut que vous m'aidiez, faut que vous donniez un peu plus d'éléments pour que je comprenne la question. Sinon, N'hésitez pas à prendre la parole, hein. Ça sera plus simple. Alors, j'ai pas la même question que toi. Ah, c'était... Spectateur anonyme, je ne sais pas si je peux lui donner la parole. Non, du coup, je ne sais pas non plus. Et j'ai Isabelle qui nous indique que certaines des productions du Bahut sont sur LinkedIn. Et effectivement, vous pouvez retrouver ça sur le profil de Sylvain. Mais il faut un Sur peu la page chercher du parce qu'il Bahut. y a pas mal de choses. On vous enverra aussi, de toute façon, on mettra dans le replay des exemples de production de nos étudiants, dans les différents travaux qu'ils font pour voir un peu à quoi ça peut ressembler à la fin. Alors, la traduction de storytelling, je ne comprends pas non plus. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Si. Du coup, c'est accroche narrative, l'accroche narrative est la traduction de storytelling. Non, c'était storyboard. Non, moi, je posais la question tout à l'heure, quelle était la traduction de storyboard en québécois? Mais non, c'est pas ça, c'est encore autre chose. Je le retrouverai, je vous l'enverrai. J'ai entendu ça la dernière fois dans une agence et j'étais perdu, je comprenais pas ce qu'ils me disaient, mais en fait, ça voulait juste dire storyboard. Voilà. Du coup, n'hésitez pas si vous voulez un entretien avec Pauline, si vous voulez échanger avec elle, si vous voulez partager vos doutes, vos questions ou votre envie de rejoindre cette première promo, par mail, par téléphone, comme vous voulez, vous nous indiquez ce qui est le plus simple pour vous. Par mail. Par mail. Par prise de rendez-vous. Et on vous remercie je vous donne toutes les infos. D'avoir participé avec nous. On vous envoie le replay, le programme, le planning et tous ces éléments par mail dans la foulée. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup.